Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres de l'actualité. La cérémonie dédiée à la distribution de la zakat de l'année 2022 s'est tenue hier au Palais du Peuple sous le haut patronage du ministre des Affaires musulmanes et des Biaouis. Et quelques 30 migrants sont portés disparus après un naufrage survenu hier au large de la Libye pendant la tentative de sauvetage par un cargo. C'était les titres. Bienvenue à tous. Le président de l'Assemblée nationale, Dileita Mohamed Dileita, a reçu ce matin dans ses bureaux l'ambassadeur de Turquie accrédité à Djibouti, Salim Levent Sayınkaya. Cette première prise de contact était l'occasion pour les deux hommes de passer en revue l'état d'avancement des grands projets de coopération en cours de réalisation à Djibouti, citant entre autres la construction du barrage de l'Amitié, l'inauguration de la grande mosquée ou encore la construction du nouveau centre de pédiatrie qui disposera de plus de 60 lits. Eh bien, les discussions ont également porté sur les voies et moyens qui sont susceptibles de renforcer davantage les liens séculaires unissant les deux nations. Par la suite, le président de l'Assemblée nationale a reçu l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon, Otsuka Umio, et plénipotentiaire du Japon, donc auprès de la République de Djibouti. L'ambassadeur du Japon a débuté l'entrevue en remerciant le nouveau président du Parlement, Dileita Mohamed Dileita, pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Le diplomate japonais a tenu à féliciter le nouveau président pour son élection à la tête de la seconde institution du pays, qui est la représentation nationale. Au cours de cette audience, la coopération entre le Japon et la République de Djibouti était au cœur des échanges entre les deux hommes. Cette visite, qui est également une prise de contact, s'inscrit dans la démarche du diplomate de prendre langue avec le nouveau président de l'Assemblée nationale, qui est un ami historique du peuple japonais. Par ailleurs, l'entretien a porté sur l'examen des relations de coopération existantes entre les deux pays et les moyens de les renforcer davantage. Autre entrevue entre le chef de l'hémicycle et l'ambassadeur d'Égypte à Djibouti. Le président de l'Assemblée nationale a en dernier reçu ce matin en visite l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte. Eh bien, l'ambassadeur d'Égypte à Djibouti, Ahmed Adel Sabhi, a tout d'abord félicité le président de l'Assemblée nationale pour son élection à la tête de l'hémicycle dans une atmosphère cordiale. Ces discussions ont tourné notamment autour de la relation bilatérale entre Djibouti et l'Égypte. L'ambassadeur égyptien n'a pas manqué d'évoquer et de remercier la disponibilité des autorités djiboutiennes. Et justement, suite à l'élection de Dileita Mohamed Dileita à la présidence de l'Assemblée nationale de notre pays, les messages de félicitations affluent à l'Assemblée nationale par des parlementaires des pays arabes amis. C'est ainsi que les présidents des parlements des pays amis, donc dont le président Abdelwahab Abdelazar d'Égypte, le président du Parlement d'Émirats Sakarabchi et de Hakillah Salah Issa, président du Parlement de la Libye, ont félicité le nouveau président de l'Assemblée nationale, Dileita Mohamed Dileita, suite à sa réélection à l'hémicycle national. Le président du Sénat de l'Égypte adresse également ses messages de félicitations au président de l'Assemblée nationale, Dileita Mohamed Dileita. Innovation et technologie, une occasion de mettre l'accent sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Le ministère de la Femme et de la Famille et le ministère délégué chargé de l'économie numérique en collaboration avec le système des Nations Unies ont organisé dans la salle de conférence du CLE une conférence sur l'innovation et la technologie au service de l'égalité des genres, des outils qui, une fois de plus, permettraient de mettre en place les fondations pour une société égalitaire. C'est dans ce cadre que cette thématique a été au cœur de la journée du 8 mars. Après les officiels, cet atelier a servi de socle et d'échange autour de panels. Différents invités venus en croiser dans un échange de points de vue sur les tenants et aboutissants de ces thématiques. Parmi cela, la femme djiboutienne et la technologie, les défis et opportunités dans l'autonomisation des femmes via les nouvelles technologies et enfin la présentation du plan d'action sur les méfaits dans le monde de l'Internet, dans la société et auprès de la jeunesse.
L'atelier s'est clôturé par des remises de certificats de reconnaissance en faveur des associations les plus actives et les plus dynamiques qui œuvrent pour une Djibouti dans l'ère de son temps. De différentes réunions. Et la première conversation que j'ai eue ce matin avec le directeur général, le secrétaire général qu'on a attendu, et c'est vraiment très bon. Je suis surpris de découvrir un nouveau monde que je ne connaissais pas, où on ouvre les startups ici dans les clés. Et je viens de découvrir que les clés, c'est beaucoup plus que leadership et management, c'est aussi de la numération, c'est de la digitalisation, et c'est beaucoup de... Il y a apparemment beaucoup de gens djiboutiens qui, à travers de ce centre, sont en train de faire ces entreprises, ces startups, et créer une vie économique. Donc, j'ai commencé la semaine de retour très, très bien et je suis très content de découvrir cette nouvelle. Écoutons à présent le secrétaire général du ministère de l'économie numérique et de l'innovation, Abdallah Ibrahim Omar. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale de la femme sous le thème « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes ». Cette journée est l'occasion de célébrer les réalisations des femmes dans tous les domaines de la vie, mais aussi de reconnaître les défis auxquels elles sont confrontées et de réaffirmer notre engagement en faveur de l'égalité des sexes. Les enjeux du numérique sont passionnants et les progrès technologiques et les innovations proposées submergent le marché mondial, laissant entrevoir des perspectives enrichissantes pour les pays en développement. Cependant, ceci ne doit pas nous faire perdre de vue qu'il s'accompagne d'inégalités inhérentes à ce type de progrès, en particulier dans le genre. À cet effet, et pour réduire drastiquement le cap du genre dans le développement de l'économie numérique, le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation est engagé à faire progresser la place de la femme dans tous les secteurs et dans l'ensemble de l'économie numérique. Dans sa stratégie pour la promotion des femmes dans l'éthique, différentes actions sont mises en œuvre. Première action, c'est favoriser les talents féminins. Dans le programme de renforcement des compétences numériques du ministère, dans la mise en place d'une académie de codage et d'une académie Smart Africa Digital Academy, le ministère va donner une place prépondérante aux jeunes femmes pour qu'elles soient présentes à tous les niveaux de la formation du numérique, de la création du contenu à la conception des produits en passant par la gestion de projets. Deuxième action, le renforcement de l'écosystème entrepreneuriat innovant. Il s'agit d'une approche bottom qui vise à reprendre aux besoins par un meilleur ciblage et coordination avec les partenaires de l'écosystème, grâce à un renforcement des compétences que nous leur proposons pour qu'ils soient mieux outillés dans leurs actions, et ce, dans la perspective d'atteindre les objectifs d'inclusion. Ainsi, les associations seront des partenaires liés sur lesquels le ministère entend s'appuyer. À cet effet, un appui technique et financier est apporté aux associations pour la promotion des femmes, afin de former massivement les femmes au numérique. Troisième action, renforcement des structures d'appui. Avec le centre clé, nous sommes engagés à prendre à disposition des femmes souhaitant entreprendre et innover les espaces coworking et favoriser la place des femmes dans les cohortes pour les programmes d'incubation. Je voudrais également souligner l'importance du rôle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de la Première Dame, présidente de l'UNFD, dans la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Leur leadership éclairé a permis de mettre en place des politiques et des programmes qui renforcent le rôle des femmes dans la société djiboutienne et qui garantissent leur participation active à tous les niveaux de la vie politique, économique et sociale.
Il s'agit donc de faire progresser l'égalité des sexes et promouvoir un avenir où l'innovation et la technologie ouvriront de nouvelles portes aux femmes et aux filles afin qu'elles puissent jouer un rôle actif dans la mise en place des systèmes donc plus inclusifs, de services efficaces et d'infrastructures durables qui serviront à atteindre plus rapidement les ODD, l'égalité des sexes. Écoutons la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden. Je remercie tout d'abord le système des Nations Unies d'avoir vraiment pris le thème international de la journée des droits des femmes qui était donc cette année dédiée au digital et à l'innovation. Ce thème de l'innovation et de la technologie pour l'égalité des genres est devenu ces temps un sujet crucial pour les femmes dans plusieurs pays dans le monde qui sont confrontées à des obstacles systémiques qui limitent l'accès à l'éducation, à l'emploi et aux opportunités économiques. Les femmes sont également peu présentes dans les secteurs technologiques où elles ne représentent encore que 20% de la main-d'œuvre mondiale. À Djibouti, donc, la nécessité de lutter par l'innovation et la technologie contre ces inégalités qui subsistent dans l'accès à l'éducation, à l'emploi, aux soins de santé et à la participation politique est portée au plus haut niveau de l'État. Durant la journée du 8 mars de ce mois-ci, il a même été appelé à mettre en place une politique nationale d'alphabétisation numérique, car la technologie numérique est désormais considérée comme un élément essentiel de nos vies, influençant nos choix, nos interactions et même nos emplois. Dans le choix du ministère de la Femme et de la Famille, il est désormais prioritaire donc, de s'attaquer à cette question avec nos partenaires pour assurer l'égalité des chances pour tous, en particulier les femmes. Ces femmes qui représentent la moitié de la population djiboutienne, mais sont sous-représentées dans le secteur de la technologie. Nous devons donc travailler ensemble, différents partenaires sectoriels, les associations, les milieux académiques, pour garantir que les femmes aient les mêmes chances que les hommes dans le domaine numérique. Cela nécessite de briser les stéréotypes du genre, de fournir une éducation et une formation égales, et de garantir donc aux femmes un accès aux ressources nécessaires pour poursuivre des carrières dans ce domaine. Mesdames et messieurs, nous savons que de nombreux défis restent encore à être élevés contre ces inégalités. L'innovation et la technologie peuvent aider à surmonter ces obstacles et à créer des opportunités nouvelles pour les femmes. Ainsi, les plateformes en ligne de formation peuvent permettre aux femmes d'apprendre à distance, même si elles ne peuvent pas se rendre physiquement à l'école ou à l'université. Les applications mobiles peuvent aider les femmes à accéder aux soins de santé et à l'information sur la santé reproductive, ainsi qu'à trouver des opportunités d'emploi. Permettez-moi, pour la fin de mon intervention, de renouveler encore une fois mes vifs remerciements aux hommes et aux femmes des différents départements tels que la justice, le ministère du numérique, les affaires musulmanes, la jeunesse et la culture, l'ANSI, la gendarmerie et la police qui avaient créé par leur engagement une dynamique pour un usage sûr et utile du cyberespace. Leur travail a été couronné de succès. Nous découvrirons tout à l'heure une concrétisation de ce travail à travers le plan d'action qui a été élaboré à l'issue du colloque national sur les méfaits de l'Internet, qui s'est tenu au mois de février dernier à Djibouti. Dans l'actualité également, la grande salle du Palais du Peuple a servi d'auditorium hier une cérémonie dédiée à la distribution de la zakat de l'année 2022 sous le patronage du ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf. Si parrainer est un acte de solidarité, c'est aussi la noblesse d'une cause pour son prochain. La cérémonie annuelle organisée par la fondation de Diwan El Zakat a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, du président du conseil d'administration de la fondation, Abdelbassit Ahmed Al-Zulaiki, le directeur général du Diwan El Zakat, Suleiman Hussein Moussa, ainsi que de représentants des principaux donateurs et des cadres du ministère des Affaires islamiques et des
donataires. Il est à noter donc que le produit de la zakat pour l'année 2022 s'est élevé à plus de 160 millions de francs, ainsi que le total des bénéficiaires sur l'ensemble du territoire national a touché 1570 familles. Au cours de l'événement, des échantillons de zakat ont été distribués à certaines familles dans le besoin, aux personnes âgées, mais aussi aux personnes à besoins spéciaux. Par ailleurs, le Diwan al-Zakat distribuera ses recettes au cours des prochaines semaines aux familles démunies et nécessiteuses au niveau des régions de l'intérieur. Il convient de noter que la fondation de la Zakat a été créée en 2004 à l'initiative du président de la République dans le cadre de ses efforts visant à améliorer les conditions des groupes vulnérables de la société ainsi qu'à relancer le troisième pilier de l'islam, à savoir la zakat. La cérémonie de distribution de la zakat de l'année 2022 a été couronnée par une série de discours, dont le discours du président du conseil d'administration du Diwan al-Zakat, Cheikh Abdul Basid Ahmed Al-Zouleki, et du directeur de Dahabshil à Djibouti, Tahir Youssouf Elmi. Il a également remercié le ministre des Affaires musulmanes, Momin Hassan Baré, parrain de la cérémonie, ainsi que le président et les membres du conseil d'administration de la fondation Diwan al-Zakat. Le directeur général de la fondation Diwan al-Zakat a pour sa part souligné que la mise en place de cette fondation était le premier élément constitutif de la politique sociale du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, en soulignant que le pilier de la zakat est le remède optimal de la question de la pauvreté et de ses dimensions et à la promotion de la solidarité sociale. Et diplomatie à présent, la République de Djibouti salue la reprise des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran. La République de Djibouti se félicite de la déclaration conjointe tripartite publiée par le Royaume d'Arabie saoudite, la République islamique d'Iran et la République populaire de Chine concernant l'accord, la reprise des relations diplomatiques entre Riyad et Téhéran. Outre la mise en œuvre des accords précédemment signés entre les deux pays, le texte qui vient d'être paraphé prévoit la réouverture de leurs ambassades et représentation dans un maximum de 2 mois. La République de Djibouti se réjouit des négociations fructueuses entamées par les deux parties sous la houlette de la République populaire de Chine. Elle salue également les efforts déployés par la République d'Irak et le Sultanat de Oman en accueillant les précédentes phases du dialogue entre les deux pays. Djibouti souligne l'importance du rôle central joué par le Royaume frère d'Arabie saoudite et sa diplomatie efficace au niveau régional et international, et exprime en même temps son souhait de voir cet accord contribuer à consolider les fondements de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région et promouvoir la prospérité et le développement des peuples. Autre information, l'autorité de l'aviation civile de Djibouti et l'aviation civile des Émirats arabes unis ont signé ce matin un mémorandum d'entente en matière d'aviation civile visant à renforcer leur collaboration dans ce domaine. Eh bien, la signature du mémorandum d'entente a eu lieu lors d'une cérémonie officielle dans les locaux de l'aviation civile de Djibouti. C'était ce matin. Ce mémorandum d'entente a été signé, paraphé donc par le directeur général de l'autorité de l'aviation civile de Djibouti, Daoud Ali Abdou, et le directeur général de l'aviation civile des Émirats arabes unis, Saïf Mohamed Al-Souaidi. Le mémorandum donc prévoit la mise en place d'un cadre de coopération renforcé entre les deux pays visant à faciliter les échanges d'informations, de bonnes pratiques et de technologies dans le domaine de l'aviation civile. Il inclut également la formation et l'échange de personnel entre les différents acteurs de l'aviation civile afin de renforcer les compétences et la compréhension des enjeux de sécurité et de réglementation. Ce mémorandum d'entente témoigne de l'importance de la coopération internationale en matière d'aviation civile et de l'engagement des deux pays à renforcer leur partenariat dans ce domaine. La cérémonie s'est clôturée par des échanges donc, de cadeaux suivis d'une photo de famille qui marque donc cette signature de mémorandum d'entente. Je vous propose à présent d'écouter l'intervention du directeur général de l'autorité de l'aviation civile de Djibouti, Daoud Ali Abdou, pour plus de précisions. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui au sein de l'autorité de l'aviation civile le directeur général de l'aviation civile
émirati. C'était un honneur pour nous de recevoir cette délégation parce que tout simplement il s'agit du numéro 1 mondial en termes de taux de mise en œuvre effective de supervision de la sécurité qui ont un taux de plus de 99%. Et avoir eu cette délégation à Djibouti aujourd'hui revêt l'importance que notre gouvernement et nous-mêmes donnons à l'aviation civile. L'aviation civile djiboutienne a réalisé durant le dernier audit un score de plus de 53% et qui se trouve aujourd'hui aux normes dans chaque domaine. Nous avons signé un MOU qui permettra aujourd'hui à la République de Djibouti de renforcer ses capacités en termes de supervision de la sécurité et de la sûreté. Nous allons pouvoir former notre personnel de manière plus adéquate avec les normes internationaux. Nous allons également avoir un échange et partage d'informations entre les aviations civiles qui va permettre d'accroître notre visibilité sur la scène aéronautique mondiale. Et nous comptons aujourd'hui sur cet accord que nous avons signé qui permettra vraiment à Djibouti d'atteindre les normes internationales de manière encore plus avancée et pouvoir développer notre industrie aéronautique afin qu'elle puisse, Inch'Allah, dans un futur très proche, représenter une part importante dans le PIB de notre pays, comme c'est le cas actuellement aux Émirats. Nous allons tout faire en sorte, notre personnel est là, formé, et on bénéficiera du partage et des connaissances de cette riche institution qui a vraiment fait ses preuves. Et le fait que cette délégation ait choisi Djibouti pour leur visite témoigne de l'importance du travail que nous avons réalisé. Il s'agit d'une fierté pour nous et également de pouvoir renforcer notre partenariat avec ces pays. Dans le reste de l'actualité, le centre de formation de Salam Tower a abrité ce matin la cérémonie d'ouverture d'un atelier de formation pour la mise en place d'un système intégré de gestion électronique des documents. À des documents administratifs, donc des différentes institutions étatiques organisées par l'Agence nationale des systèmes informatiques de l'État, l'ANSI. L'objectif de cet atelier était donc de faire face aux nombreux problèmes liés à la gestion des courriers, des documents et des archives de nos institutions publiques. Durant 10 jours de suite, un premier groupe d'agents provenant de 7 institutions, notamment la présidence, la primature, la Cour de compte, la commission indépendante de la lutte contre la corruption, le ministère du budget, vont participer à des sessions de formation. Tout au long du programme, les séminaristes vont apprendre donc et maîtriser davantage les méthodologies rigoureuses pour mieux organiser d'une manière systématique et efficace tous les données et documents au sein de l'administration publique. Présidée par le directeur général de l'ANSI, Moustapha Mohamed Ibrahim, la cérémonie de lancement de l'atelier a vu la présence de la présidente de la Cour des comptes, Ismaël Mahamoud, ainsi que des représentants des organismes étatiques, lesquels ont eu l'opportunité de prendre part à ce projet de renforcement des capacités, projet qui, selon les formateurs, répondra donc aux différents besoins en termes de gestion des documents et facilitera l'archivage et le classement du document numérique pour mieux servir les citoyens. Prenons la parole, le directeur général de l'ANSI, Moustapha Mohamed Ibrahim, a félicité les participants pour leur engagement, tout en espérant que ces sessions de formation consolideront les connaissances, et ce grâce aux outils qu'ils vont acquérir et qui vont sans doute être très utiles dans la gestion des documents dans l'administration publique. Nous l'écoutons. L'administration de Djibouti a toujours traité une masse énorme de documents et une quantité d'informations partagées entre les différentes structures de l'État, le plus souvent sur format papier. En effet, nous constatons qu'un certain nombre d'éléments impulsent donc les institutions publiques dans leur volonté de dématérialisation des documents, à savoir un manque d'espace de stockage et de conservation, l'inaccessibilité d'un document, l'éparpillement des documents dans les services, le manque d'uniformisation de gestion des courriers, des documents et des archives. De même, la recherche d'informations devient une tâche indispensable pour la réalisation des activités métiers. C'est ainsi que le CIGED permettra également de répondre aux différents besoins en termes de gestion des documents et facilitera le classement, l'archivage des documents sous format numérique. En effet, ces systèmes modifient les pratiques quotidiennes et peuvent bouleverser des pans entiers de la culture de l'organisation. C'est pourquoi nous vous comptons parmi nous et à l'avenir pour être les premiers ambassadeurs en
ambassadrice dans l'appropriation de ce formidable outil dans vos institutions respectives. Mesdames et messieurs, enfin, j'espère que ces sessions de formation vous permettront de consolider davantage vos connaissances grâce aux outils que vous allez acquérir ici et que les enseignements que vous en tirerez devraient vous être utiles dans votre travail quotidien. Je fonde l'espoir que le présent atelier répondra à nos attentes et qu'elle permettra d'enclencher une nouvelle dynamique vers la dématérialisation des documents. En vous souhaitant plein succès à ces travaux, je déclare ainsi l'atelier ouvert. Le ministère du Commerce et du Tourisme a déployé des contrôleurs et les inspecteurs pour surveiller les prix des produits de première nécessité et les consommables du quotidien comme le riz, l'huile, le sucre, le savon, la farine sur les marchés à l'approche du Ramadan. Eh bien, cette mesure a été prise pour éviter toute éventualité d'abus ou de spéculation de la part des commerçants. En cas d'infraction, des sanctions seront impliqués. L'objectif principal de ces opérations consiste à faire face au défi de la hausse des prix injustifiée à l'approche du mois de Ramadan en s'assurant d'une part de la disponibilité suffisante des denrées sur le marché et d'autre part du respect des prix homologués par le ministère du Commerce. Les contrôleurs munis d'un ordre de mission et suivant le guide de contrôle économique ont sillonné les marchés, ils ont vérifié les prix, identifié les stocks des commerçants et contrôlé la qualité des produits. Les commerçants qui n'affichent pas les prix, qui prennent trop de bénéfices risquent d'écoper d'amende. Dans ce cadre, donc, les agents de contrôle du ministère du Commerce ont procédé d'abord à une descente à Riyad et puis à Makka Mukarrama pour consulter le respect des prix homologués de 6 produits de première nécessité. Ensuite, les inspections se sont déroulées au niveau de la cité saoudite où les contrôleurs ont constaté des hausses des prix non justifiées au niveau de certains commerçants. Et à cet effet, tous les points de vente en infraction ont été fermés et les contrevenants se sont vus affliger des pénalités importantes. À l'issue de ces opérations, les responsables ont saisi cette occasion pour lancer un appel à tous les opérateurs économiques pour se conformer aux prix homologués. Le ministère du Commerce, tout en affirmant que les pratiques inflationnistes ne seront plus tolérées car elles nuisent au pouvoir d'achat du ménage djiboutien. La direction de l'hôpital régional d'Ali Sebiye a réalisé une mini-caravane médicale au profit de la population de la localité de Guestir de la région d'Ali Sebiye. L'objectif des visiteurs en blouse blanche était de prodiguer des soins sanitaires aux habitants des villages reculés. Ce déplacement est intervenu dans le cadre des activités de consultation mensuelles mises en place par le ministère de la Santé. La caravane mobile comprenait un médecin, des infirmiers et sages-femmes. De nombreuses familles composées des enfants et adultes ont profité des soins gratuits tout au long de cette journée. En plus de l'offre gratuite des médicaments, les centaines des habitants consultés ont reçu des matériels. Ces actions visent au rapprochement des offres de soins des structures sanitaires fixes et des populations dans les localités reculées du pays. Et la cérémonie de clôture de la 3e édition du championnat régional senior de tennis de table clap de fin pour cette aventure sportive et interculturelle. Eh bien, après 3 jours intenses, riches en activités, en émotions et surtout en partage, la 3e édition du championnat régional senior de tennis de table a pris fin hier soir lors de la cérémonie de clôture au stade municipal de Djibouti. Les délégations et leurs pongistes participants qui sont démarqués lors de ce championnat ont été tour à tour honorés sur le podium sous les applaudissements nourris du public. Il s'agissait de l'Éthiopie, le Kenya, Maurice, Madagascar, Rwanda, Soudan, Somalie et bien sûr Djibouti. Inutile de préciser que lors du passage de ce dernier, celui de la délégation locale, le stade était en pleine ébullition. Eh bien, le Madagascar obtient le plus grand nombre de médailles, toutes médailles et catégories confondues, avec l'île Maurice qui vient en 2e position.
Madagascar, donc, qui s'est montrée méritante. La République de Djibouti, de son côté, s'est contentée du bronze. Le président de la zone de l'Afrique de l'Est de tennis de table fit tout d'abord part de sa joie quant à l'atmosphère d'amitié et de fête suscitée lors de ces Jeux. Eh bien, il a encouragé ensuite les jeunes athlètes ayant participé à cette édition à continuer de se surpasser dans leurs efforts aussi bien physiques qu'intellectuels avant de saluer Djibouti pour l'organisation et la tenue de cette troisième édition qui a été selon lui un succès à tous les niveaux. De son côté, le président de la Fédération djiboutienne de tennis de table, Mohamed Omar, a remercié l'ensemble des organisateurs et partenaires et a par la suite félicité tous les participants et dans son intervention, il a dressé donc un bilan détaillé des médailles gagnées par chaque pays. Et pour sa part, la secrétaire générale du département en charge des sports, Khadija Ibrahim Idriss, a ensuite présenté ses plus humbles excuses à l'assistance concernant l'absence du secrétaire d'État chargé des sports et tenu par d'autres obligations. Elle a par la suite tenu à féliciter les organisateurs, les participants, tout en soulignant l'importance que revêt ces genres de compétitions qui, en dehors d'aspects sportifs, rassemblent, unifient et permettent un véritable brassage des jeunes pour leur permettre de mieux se connaître, s'estimer et progresser ensemble. Eh bien, c'est à elle que est revenu l'honneur de clôturer officiellement cette édition et de souhaiter toute la réussite au prochain pays hôte qui sera dévoilé dans quelques mois lors du congrès annuel. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Quelques 30 migrants sont portés disparus après un naufrage survenu hier au large de la Libye pendant la tentative de sauvetage par un cargo qui naviguait dans cette zone. Et ce, 2 semaines après un naufrage près de l'Italie qui a fait 76 morts. Pendant les opérations de secours, le bateau s'est retourné en plein transfert des migrants. 17 personnes ont été secourues, mais environ 30 autres sans portée disparue. C'est ce qu'ont annoncé les gardes-côtes italiens. La justice italienne a ouvert une enquête sur ce drame, les autorités maritimes étant soupçonnées de n'avoir pas réagi assez vite aux informations faisant état de la présence d'un navire surchargé dans la zone. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. L'information continue sur Télé Djibouti.